À 10h14 pour une dernière fois, un lundi avant les fêtes, on reçoit notre chroniqueur hebdomadaire du lundi. Il est au bout du fil, l'avocat Frédéric Bérard. Salut Frédéric. Salut Pascal. Ah, toi, t'es à plaindre aujourd'hui, honnêtement. Nous, avec la pluie ici à Québec et l'impossibilité d'aller voir le match des Dolphins et des Titans ce soir, mais toi, t'es en train de me dire que t'es en Floride, en retraite d'écriture tranquille dans tes affaires, mais que ce soir, tu vas te permettre une petite pause pour aller voir du foot. Il y en a une couple qui vont être jaloux, là, Frédéric. C'est peut-être mieux de ne pas faire de commentaires, histoire de ne pas provoquer le karma. Mais écoute, tu t'en vas là pour la partie de 20h15, si je me trompe pas, mais ça me semble que ce soir, c'est à 20h15. Oui. Tu t'en vas là avec des amis, seul? Pourquoi? Non, je suis tout seul comme un abandonné, total et complet depuis 2 semaines, mais ça va, je vis très bien avec moi-même, je te dis. Puis tu t'en vas te gâter du foot. Ben là, il y a bien des auditeurs qui vont être jaloux, surtout que les Dolphins, il y a quelque chose autour d'eux cette année, là. Puis contre les Titans, moi, j'ai un de mes amis de Nashville qui les suit, puis je vais te dire une affaire. Ah oui? Sean, tu vas perdre ce soir au profit des Dolphins. Il écoute pas, mais quand même, il comprendrait pas de toute manière ce que je viens de dire. Ouais. Écoute, on verra. Ah oui, moi, je pense que les Dolphins, ça va être un bon match, fait qu'en C'est étant en une Floride. super équipe, puis moi, j'étais allé là, quelques années, puis écoute, il n'y avait pas personne là, dans le stade. Là, c'était à peu près, il y avait, je sais pas, là, 40 d'assistance. Les billets coûtaient des peanuts. Là, je te dirais que j'ai acheté mon billet hier. Là. T'as fait un saut? Pas mal, ouais. Ouais, ben là, c'est une bonne saison. Ça me fait penser aux Bengals. J'étais la seule qui connaissait à la limite cette équipe-là il y a une couple d'années parce que je suivais Joe Burrow puis Ja'Marr Chase de LSU, l'université dans laquelle ils jouaient. Puis personne n'en parlait. Puis à un moment donné, eux ont décidé d'être bons au sein des Bengals puis de faire en sorte qu'il y ait comme un bandwagon qui se crée. Mais c'est ça, les prix des billets ont aussi monté. Mais c'est correct, c'est la beauté du sport, de l'événement. Puis là, ce soir, tu vas aller goûter. Tu nous donneras des nouvelles, Frédéric. Ben, tu peux être sûr, j'ai payé même avec le sourire. C'était pas des frais usuriers de Ticketmaster, Oui. là, j'aurais été parfaitement heureux. Oui. Écoute, là, on va aller parler de quelque chose un peu plus, je veux pas dire sérieux, mais d'un petit peu plus newsy. Hein? Il y a un projet de loi qui a été adopté sous bâillon. C'est le projet de loi 15. C'est la réforme en santé de Christian Dubé. On apprenait ça la semaine dernière, puis on passait au bâillon là, en après-midi, vendredi. Ça fait quand même des remous. En même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris de tout ça avec un gouvernement majoritaire? Je pense qu'on est capable de se dire que non, Frédéric? Ben, je pense que ton observation est excellente, effectivement. Le problème de la CAQ actuellement, c'est le problème qui surveille tous les gouvernements qui sont très majoritaires, hein, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire l'arrogance du pouvoir. Sauf que là, on a quand même un sacré problème, parce que ce projet de loi-là, qui est le projet de loi 15, comme tu l'as dit, c'est pas un petit projet de loi, là. C'est un projet de loi qu'on appelle mammouth, c'est-à-dire excessivement volumineux, avec un nombre de détails épouvantables. Tu connais la maxime en anglais, hein, le diable est dans les détails. Écoute, pendant cette commission-là, le ministre Dubé, puis il y a des clips là-dessus, a dit souvent, il dit, je comprends pas là, moi-même là, ce qui est écrit dans l'article, ce qui est quand même un sac. Mais ça démontre à quel point c'est un paquebot impossible à manier depuis des années, puis même si on essaie de faire multiples réformes, faut aller dans la structure même, là. Ben oui, puis tu vois, moi, je l'ai pas lu dans le détail, ce projet de loi-là. Ah non? Je l'ai à peine surfé, puis à part les parlementaires, je me demande, et les intervenants du milieu, qui l'a réellement lu. Mais la réalité, c'est que quand tu recours au bâillon, ça reste une mesure qui est antidémocratique. On se comptera pas d'histoire, là. C'est-à-dire, on dit aux partis d'opposition, là, ça va faire, on adopte le projet de loi tel quel, puis on n'en parle pas. Sauf, la réalité, c'est que la veille de l'adoption, donc jeudi dernier, le ministre lui-même a déposé en commission 700 amendements, 700 nouveaux amendements qui n'auront pas pu être étudiés. Oui. Et l'autre enjeu, qui est quand même assez spectaculaire, c'est que les partis d'opposition collaboraient, arrivaient avec des nouvelles idées, posaient des bonnes questions. Il y avait, selon toutes les partis autour de la table, et ça inclut le ministre Dubé, une collaboration exemplaire. Entre parties. L'affaire est que, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'à un moment donné, ce que j'ai entendu la semaine dernière, c'est, bon, on a déjà pris énormément d'heures avec les partis d'opposition pour étudier ce projet de réforme-là. Il faut aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une limite aussi à
converser, à étudier un projet si jamais on veut faire avancer les choses et commencer à mettre les deux mains dans le plâtre, là, je vais le dire comme ça. Ben, Est-ce que je peux faire l'avocat du diable de ce côté-là? ma réponse, ça va être la suivante. Tout dépend du projet de loi en question. Si c'est un projet de loi de 50 articles et que là, on est en train de discuter du sexe des anges depuis 3 mois, OK, peut-être qu'à un moment donné, le ministre va dire là, ça va faire. Ça, je peux comprendre. Peut-être aussi, puis ça, on l'a vu à l'époque, quand il y a de l'obstruction de la part de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire de l'obstruction? C'est l'opposition qui niaise, qui fait exprès pour retarder l'adoption, pas parce qu'elle a des questions pertinentes, pas parce qu'elle a des amendements pertinents, mais parce qu'elle veut retarder, écœurer pour écœurer, en d'autres termes. Ça, dans un cas comme celui-là, je peux aussi comprendre le bâillon. Mais là, c'est pas ça qui est en train de se passer. On débarque avec un projet de loi qui est d'une complexité absolue, où tout le monde met la main à la pâte de manière, je te dirais, collaborative, de ce que j'ai compris, collégiale, des beaux amendements qui sont amenés. Et là, on se dépêche d'adopter ça avant Noël, mais moi, là, je vais revire ça de bord. Pourquoi? C'est quoi l'urgence? Je veux dire, ça va changer quoi dans ma vie, dans ta vie, que le projet de loi 15 soit adopté là pour Noël? C'est un truc de gestionnaire. Il n'y a personne dans le milieu, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'association de patients qui a dit vite, 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 on a besoin de ça pour Noël parce que sinon on va être coincé au jour de l'an. Non, c'est comme, on était déjà en retard de toute manière dans un projet de santé. Là où je posais la question aussi la semaine passée dans l'émission de Yannick Marceau, c'est je me disais, OK, bon, là, en adoptant ce projet-là sous Bayon, il y a le tiers des articles qui n'ont pas été étudiés du tout, là, qui n'ont pas été présentés du tout. Il y a beaucoup de syndicats, on s'en attendait, du réseau de la santé qui ont mentionné leur désaccord face au projet de loi. Fait que déjà, il y a de l'opposition. Puis là, on s'en va dans un remaniement. Puis je pense que Christian Dubé le fait pour les bonnes raisons. Là. C'est un gars qui ne cherche pas nécessairement à être réélu aux prochaines élections. Oui, c'est toujours quelque chose qu'on souhaite, mais pour lui, j'ai l'impression qu'il s'est dit je me mets les deux mains dans ce qui est le plus difficile ou presque là, au sein d'un gouvernement ici dans la province. Fait que ça se peut que ça crash. On fait référence aussi à Gaétan Barrette qui avait essayé de faire une coupe de remaniement au sein du paquebot de la santé, puis ça avait extrêmement mal passé. Mais il y aura ça, là, assurément, avec un projet de loi en santé. Il y aura de la bisbille. Puis cette bisbille-là va se ressentir sur différents paliers, autant dans la gestion, l'administration, les gens sur le terrain, les patients. Il va falloir être fait fort. Fait que si on s'en va de l'avant avec un projet comme ça, qui a été passé sous Bayon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce ne soit que le début d'une immense manifestation de mécontentement, de rebrassage de cartes et probablement de d'autres grèves, manifestations et branle-bas de combat en santé? Ben, je pense que tu as raison de le mentionner. Déjà, ça va quand même assez mal quand on regarde dans les rues du Québec aujourd'hui. Donc, c'est assez mal parti. Et puis, le sous-entendu de ton propos, ça aussi, je pense que tu as tout juste, c'est que ça va toujours faire des insatisfaits, ce genre de réforme-là. Bon. Maintenant, est-ce que les insatisfactions sont justifiées? Franchement, ça prend des spécialistes, ce que je ne suis pas là comme ça à l'œil. On ne peut pas savoir. Par contre, moi, ce qui me désole là-dedans, c'est pas qu'il y a des gens qui soient fâchés au final, ça on verra à l'usage, mais c'est plutôt le fait que pourquoi tu veux te dépêcher? Pourquoi il y a le tiers des articles qui n'auront pas été étudiés? C'est énorme, là. C'est pas, on parle pas de 3 articles ici, là. On parle d'un nombre effarant de dispositions qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le réseau, qu'il soit direct ou indirect. Donc, je veux dire, est-ce que ça sert à quoi une opposition? Ça sert justement à poser des bonnes questions. Ça sert aussi, ça ne faut pas l'oublier, souvent à rencontrer soit la société civile, soit des corporations, par exemple les infirmiers, les médecins, soit des gestionnaires, peu importe, et d'arriver avec Monsieur le ministre, avez-vous vu tel angle mort dans tel article? Non, j'ai pas pensé à ça. Effectivement, je vais poser des questions, je vous reviens. Oui, parce que des fois, tu es trop dedans, là. Oui, mais évidemment que ça prend du temps, tout ça, mais la réalité, c'est que si tu as un ministre qui t'arrive avec une réforme tout azimut, en profondeur d'un système qui est éléphantesque, comme le réseau de la santé du Québec, ben c'est parce que c'est quoi le corollaire de ça? Ben c'est que ça va prendre du temps, nécessairement. On ne parle pas d'adopter la loi sur les abeilles ou la loi sur les arbres, là.
On parle d'attaquer un système dans son modus operandi, un système qui ne marche pas. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Mhm. Mais c'est beau là, vouloir régler un problème, mais si t'es pour en créer d'autres par la suite parce que ça a été fait à la course, ben t'es quand même pas plus avancé. Puis moi, quand j'entends un ministre dire « Je comprends pas c'est quoi cet article-là », c'est drôle, mais je me dis, Christian Dubé, c'est vraiment pas un nono, là. Non. C'est un gars intelligent. Pour moi, c'est le meilleur ministre de ce gouvernement-là. Mais si même lui ne comprend pas certains des articles de son projet de loi, mais c'est peut-être que ça prend un certain temps pour pouvoir analyser ça tout le monde ensemble. Puis l'opposition est payée justement pour ça. Les péquistes se sont prononcés beaucoup. On a entendu les libéraux qui, normalement, sont un peu plus terrés, pas parce qu'ils ne se prononcent pas, mais parce que, c'est pas un parti qui est, disons, en santé. On va faire le parallèle ici en ce moment. Mais le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, c'est Marc Tanguay, s'est beaucoup prononcé sur tout ça. Si je le cite, entre autres, aucune preuve a été faite que cette réforme va répondre aux besoins des gens qui attendent dans les urgences ou les listes d'attente pour avoir accès aux chirurgies. Il est très, très critique. Il dit même que c'est une déresponsabilisation du gouvernement caquiste qui se réserve le droit de faire deux choses essentiellement, donner les grandes orientations et congédier au bon plaisir celles et ceux qui ne feraient pas l'affaire du gouvernement caquiste. Ce sont de grandes accusations. C'est vraiment pointer du doigt la CAQ sur des pans très importants. Même chose pour Gabriel Nadeau-Dubois au sein de Québec solidaire qui a dit ça fait 25 ans qu'on centralise, qu'on privatise, qu'on bureaucratise le système de santé et ce projet de loi continue dans cette direction-là. On sent que au-delà de l'opposition, du rôle de chien de garde qu'ils ont à avoir à l'Assemblée nationale, il y a, semble-t-il, des craintes, là. Ah ben oui, mais c'est évident. Puis tu vois, il y a deux choses là-dedans, à mon avis, qu'il faut considérer. D'une part, il y a l'idéologie, puis il y a d'autre part la mise en application. La distinction tient de ceci, à mon sens, c'est quand on parle d'idéologie, parlons par exemple de la réforme Barrette. Hein? L'opposition disait à ce moment-là, faites pas ça, ça va être le bordel, ça va être épouvantable, notamment pour les régions. Puis l'opposition avait raison. La réforme Barrette a été catastrophique pour les régions québécoises. Je le sais, moi, je viens d'une région, Mont-Laurier, où ils en parlent encore de la réforme Barrette aux 5 minutes. Or, il y a une différence, donc, en l'idéologie, c'est-à-dire qu'est-ce que le ministre veut faire, puis son application. Quand tu fais de l'obstruction sur l'idéologie, ça, je comprends, je me répète un peu, mais je comprends un ministre de vouloir adopter un bâillon parce qu'il dit, regarde, c'est moi qui ai le boss, j'ai décidé que ça allait être ça idéologiquement, puis ça va être ça. Par exemple, de la centralisation. Par contre, l'autre volet, c'est-à-dire la mise en application, c'est de dire, OK, tu veux centraliser, tu as décidé que ça allait être ça, tu as 90 députés, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Par contre, on va s'assurer, nous, opposition, que ce soit mis en application intelligemment, que ce soit fait sans angle mort. On va essayer de minimiser les impacts qu'on considère négatifs. Et c'est ça qu'était en train de faire le comité parlementaire à cet effet-là. Tu vois, c'est ça, moi, que je comprends pas. Ça te donne quoi, comme ministre, de vouloir tirer la plug là-dessus? Moi, je te dirais qu'il y a une propension, puis ça, c'est très, très, très caquiste, à aller vite, 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 parce qu'on veut être capable de dire aux gens, regardez, on a fait ça vite, vite. Ouais, c'est ça. Puis après ça nous pète en plein sa gueule, puis on dit, ah ben là, on essaie de reboucher les trous, mais il est un peu trop tard la plupart du temps. On a vu ça dans certains dossiers récemment. Écoute, Antonine Carini sera avec nous sur l'heure du midi. On posera la question à qui ça profite de faire un bâillon comme ça là, aussi rapidement avant Noël. Est-ce qu'on aurait pu attendre ou il y a une stratégie derrière ça? Elle a travaillé là, pour plusieurs partis politiques en arrière justement de ses décisions. Fait que peut-être qu'elle a son angle mort, elle aussi, dans le projet. Je veux pas te laisser partir sans parler de l'international, Frédéric. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il a appelé le Hamas à se rendre. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues dans ce conflit-là. Mais il y a quand même des petites affaires un peu importantes qui sont passées sous la couverture, entre autres peut-être un genre de financement. Toi, tu t'es penché sur la question. Allons faire un tour du côté dans ce conflit là, israélien et Hamas. Te souviens-tu de la première discussion qu'on a eue à ce sujet-là? Ça venait tout juste d'arriver. On devait être le 8 ou le 9 octobre. Et pendant notre entretien, je t'avais dit, Netanyahou est en chute libre dans les sondages. Auprès de sa population israélienne. Oui, l'armée est en train de le lâcher, entre guillemets. Il était ultra méga controversé à tout point de vue. Et je t'avais dit ceci, je ne veux pas tomber dans les théories du complot, mais ce que fait le Hamas, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à Netanyahou.
pour là, on ramener apprend. des partisans envers son régime. Oui. Exact. Parce que là, évidemment, même les plus grands adversaires ou ennemis politiques de Netanyahou lui ont donné carte blanche pour Défendez-nous, masser. Netanyahou. C'est un peu ça, tu sais. Exactement. Or, on apprend par le New York Times, dans un article qui est sorti ce week-end, écoute ça, c'est fort, que Netanyahou a permis, voire encouragé, le financement du Hamas, notamment par le Qatar. De quelle manière, Frédéric? De ce qu'on comprend, selon le New York Times, là, j'imagine qu'il n'y a pas de certitude absolue, c'est que le Qatar, qui est très proche du Hamas, a financé, écoute, c'est à coût de milliards, là, directement à Gaza. Là. Alors, on ne parle pas de la Cisjordanie, là, parce que le Hamas n'est pas en Cisjordanie. On parle strictement de Gaza. Et Netanyahou, non seulement était au courant de ce financement-là, mais apparemment qu'il l'aurait encouragé en disant tant que le Hamas contrôle Gaza, je suis en sécurité. C'est pas des farces, là. Et là, évidemment, la prochaine étape que je ne franchirai pas, parce que j'ai une morale, mais je suis en train de me poser la question, c'est est-ce que Netanyahou était au courant de ce que le Hamas préparait pour le 7 octobre? La grosse Parce que j'ai attaque. parlé à plusieurs amis juifs, collègues qui s'y connaissent dans le tapis, et ils me disaient, on en veut à Netanyahou d'avoir laissé passer cette attaque épouvantable. C'est incroyable que d'un point de vue sécurité, Netanyahou n'ait pas prévu le coup. On ne peut pas comprendre ce qui est arrivé. Bien, c'est ce que j'entends beaucoup et c'est ce que je lis beaucoup côté. Puis là, on veut vraiment pas tomber de l'autre côté de la frontière. On peut poser des questions. Puis on le fera certainement avec notre expert aussi, Benjamin Toubol, au courant de la semaine dans leur CV. Mais sans franchir les limites là, du complotisme et autres, on peut se poser des questions essentielles du style l'armée israélienne est l'une des meilleures dans le monde quand on parle de technologie aussi, de sécurité informatique. Souvent, notre expert ici là, en sécurité informatique, Patrick Mathieu en parle souvent, à quel point ils sont avancés, ils sont bons, puis il fait pas de parallèle avec la guerre. Là. C'est vraiment quand on jase comme ça du Canada versus d'autres pays, qui va nommer Israël toujours comme étant très avant-gardiste, très, 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 très qualifié dans cette protection-là. Et c'était l'une des premières questions, sans jamais se poser de questions à savoir si Benjamin Netanyahou avait peut-être à voir dans tout ce qui s'était passé. On se dit, bien voyons, pourquoi est-ce que l'armée israélienne n'avait pas vu le coup venir? Surtout ce qu'on dit, c'est que c'était prévu peut-être depuis plus d'un an pour le Hamas, l'attaque qu'on a vue à l'automne. Mais là, ça soulève énormément de questionnements. Pourquoi est-ce qu'un leader comme Benjamin Netanyahou aurait envie de sacrifier une partie de sa population pour avoir du pouvoir plus longtemps? Moi, je pense que c'est une question très psychiatrique et psychologique qu'on pourrait aborder aussi, là, sur cette envie de pouvoir, puis là, on fait des présomptions, là, mais cette envie de pouvoir tellement forte qu'on pourrait poser des gestes comme ceux-ci. Mais clairement, dans le texte du New York Times, c'est abordé en fin de semaine. Écoute, tu te rappelleras peut-être la semaine dernière, quand on parlait, tu posais la question de savoir pourquoi des gens veulent aller en politique strictement pour obtenir le pouvoir sans créer quoi que ce soit en termes de biens publics. Je t'avais dit, parce que ça prend des cœurs purs comme Pascal Caron-Vézina qui souhaitent aller en politique. Bon, ça, évidemment, on est à un niveau X. Le niveau de Netanyahou, là, on est dans la stratosphère du machiavélisme, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Et c'est pas moi qui étudie en psycho, c'est toi. Mais de ce que j'en comprends, ce gars-là, comme trop d'autres, a des traits clairement établis de dictateur en puissance. Et pour être un dictateur en puissance, il faut être d'un narcissisme épouvantable. Et pour être d'un narcissisme épouvantable, il faut souvent laisser tomber le bien commun. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Nous, on se reparle d'ici les fêtes. Entre-temps, au nom de tous les auditeurs, passe une excellente période de festivités, de bonheur, de sapin, de bonne nourriture, un peu trop d'alcool parfois, mais surtout de plaisir, aussi simple que voir ceux qu'on aime. C'est un bonheur d'avoir collaboré avec toi pour cette saison-ci, puis on se retrouve dès janvier. C'est un grand plaisir, très réciproque, et puis c'est un honneur pour moi d'être à ton micro et de discuter directement et indirectement avec toutes ces belles gens de Québec. Écoute, envoie-nous des images, par contre, là, de ta game de foot ce soir. Là, si tu veux que je teste le karma puis qu'il m'arrive une bad luck, je peux bien le faire, mais tu seras la seule responsable.
Merci beaucoup, Frédéric. Salut. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur ici, auteur également. Puis justement, il est en petite retraite fermée. C'est loué une petite place là, en Floride pour écrire tranquille. Puis ce soir, ça va voir les Dolphins contre les Titans. Qui gagnera? Dolphins, Titans. Sinon, vous pouvez aller voir cet article dans le New York Times qui a été discuté avec Frédéric là, par rapport à Benjamin Netanyahou, qui aurait peut-être à voir avec l'attaque du Hamas au sein même de son territoire. Quand même assez troublant de voir ce qui se passe à l'international. On aura beaucoup de questions à poser à nos spécialistes cette semaine.